Hier encore, vous vous souvenez, tout semblait aller trop vite. Production, communication, transport, rythme de travail. La situation faisait naître un désir immense de ralentissement et de repos que nous ne savions pas où et comment déployer ou satisfaire. Combien de numéros spéciaux de magazines ou de colloques sur ce désir de ralentir? Certes, nous savions que d'autres pensées, d'autres éthiques et manières de vivre avaient existé ou existaient ailleurs. On pouvait encore faire du yoga, partir dans un monastère tibétain, se retirer pour un temps dans un monastère chrétien. Mais le départ à l'autre bout du monde, comme l'occidentalisation ou la simple réactivation de certaines pratiques de méditation, étaient comme des symptômes d'un phénomène global, à savoir que notre société ne disposait plus en elle-même des ressources qui pouvaient donner sens à son rythme. Et soudain, nous avons obtenu plus que ce que nous voulions, ralentir. Nous avons été contraints à l'immobilité par une minuscule bestiole. À vrai dire, la dite bestiole n'a pas suffi. Il a fallu une autre contrainte, il a fallu un décret limitant les sorties, et encore une force de police pour que nous la respections. Et nous y arrivons collectivement, mais pas totalement. Nous pouvons remplir un formulaire de dérogation quand nous devons absolument sortir. Parfois, pas nous, mais les autres, trichent et sortent sans nécessité. Nous découvrons que l'immobilité n'est pas l'accomplissement d'un désir de ralentissement. Autrement dit, qu'il y avait quelque chose de louche dans ce désir, ou du moins quelque chose d'indéterminé, puisque la lenteur souhaitée refuse de s'accomplir dans l'immobilité. Bref, nous découvrons aujourd'hui que nous ne savions pas grand-chose de l'immobilité ou du repos. Qu'il y avait aussi des choses à découvrir chez nous, entre nos quatre murs, au sens où Héraclite a pu dire « les dieux sont aussi dans la cuisine ». Et c'est pourquoi ce qui est souvent cité, c'est une phrase de Pascal qui n'exige qu'un changement de pièce par rapport à cette cuisine. Je cite Pascal, « Tout le malheur des hommes est de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre ». Ce sont des phrases qui m'ont beaucoup préoccupé dans un ouvrage récent, Éloge de l'immobilité, qui ne pouvait d'ailleurs pas être qu'un éloge, le titre ayant volontairement un côté provoquant, ambigu, une ambiguïté que l'on retrouve précisément dans cette phrase de Pascal. Que nous dit-elle en effet? Qu'au XVIIe siècle, avant que ne se développent toutes les techniques qui ont accéléré nos vies, déjà, les hommes avaient perdu le sens du repos. En fait, c'est une des thématiques majeures de la pensée occidentale et même orientale. Rares sont ceux qui savent se reposer, qui savent simplement se tenir tranquille, c'est-à-dire se tenir staré, c'est-à-dire exister. In solido et sereno stare, disait un stoïcien Démétrius, se tenir dans le stable et le serein. Et pourtant c'est bien cela exister, se tenir staré dehors dans la solidité du monde. Même le Dao insiste autant sur la difficulté du détachement, de la non-action, qui permet de tenir dans le monde. Je le cite, « Il faut atteindre un vide extrême, rester ancré dans une solide quiétude. 10 000 êtres sont produits ensemble, je contemple leur retour. » Ce qui rend ce repos particulièrement difficile à atteindre, c'est qu'il ne doit pas être le repos total, c'est-à-dire la mort. Du moins, ce n'est que dans le bouddhisme que ce repos coïncide avec la mort, mais alors, il ne doit même pas être un objet de désir et de volonté, car on ne peut pas tendre activement vers un repos absolu. C'est pourquoi Pascal, celui qui nous dit que tous les malheurs des hommes est de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre, peut tout aussi bien affirmer « Notre nature est dans le mouvement, le repos entier et la mort ». Vous voyez le problème. Renoncer complètement au mouvement, ce serait nier notre nature. Il s'agit donc d'arriver à vivre dans un repos qui condense encore le mouvement de la vie, qui ne soit pas le repos total, accompli, celui que nous finirons par obtenir quoi que nous fassions, le repos éternel. Il s'agit d'écarter la mort sans bouger, de trouver cette attitude, cet ethos qui ferait que nous puissions vivre immobiles, dans ce mouvement sans mouvement, que l'on appelle en Chine ou en Inde non-action, et en Occident, ce mystérieux kinésistasimos de Platon, un mouvement en arrêt. Qu'il y ait ici tout un savoir à reconquérir, à la fois très lointain et très proche, et qui nous était indiqué par Pascal, voilà où nous en sommes. Mais Pascal est aussi celui qui, dans sa chambre, a inventé une machine à calculer commercialisable
Il est l'un des premiers à avoir lancé sur le marché un computer. Il est un peu le père de l'informatique, cette technique qui accélère et qui en même temps fige nos vies devant les écrans. Et voilà donc déjà une piste pour comprendre comment mieux penser l'immobilité aujourd'hui. Car la première chose à nous dire, c'est que nous en connaissons déjà quelque chose par la médiation du développement de la technique, de la production et de la commercialisation. D'un côté, oui, ce développement se manifeste comme une grande accélération qui ne laisse aucun repos et qui se trouve bien plus sous l'injonction de Benjamin Franklin que sous celle de Pascal. Souviens-toi que le temps c'est de l'argent, disait Benjamin Franklin. Mais on connaît bien moins l'explication qui suit cette phrase et qui nous concerne particulièrement. Et je le cite. Celui qui pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre, à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse ne lui coûtent que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, ou jeté plutôt, 4 autres shillings. Voilà, tout est donc fait, ou nous sommes faits, pour continuer à nous activer dans l'immobilité, à ne pas de perdre ni temps ni argent. Le repos forcé que nous vivons est en même temps évité pour que le travail, la production, la consommation aussi se poursuivent, en particulier par le recours à l'informatique. Même immobile, nous continuons à travailler et même à être débordés. Mais d'un autre côté, le moins manifeste, la technique nous a toujours immobilisés en proportion de l'accélération du rythme des machines. Travailler, et surtout aujourd'hui, c'est s'activer bien sûr, mais c'est aussi bien souvent se tenir devant une machine, devant un écran d'ordinateur, ou c'est être immobilisé dans une machine, voiture, train, avion, en étant la plupart du temps tenu par une ceinture de sécurité. On sait que le manque de mouvement et la sédentarité sont un mal contemporain qui s'accentue en raison de l'augmentation de la productivité. Et même pendant nos loisirs, alors même que nous rêvions de ralentir, en fait, nous nous immobilisons, c'est-à-dire que nous sommes à nouveau devant un écran, dans une voiture, dans un avion, etc. Nous connaissons donc mieux l'immobilisation que nous le pensons. Et nous la connaissons précisément sous la forme de la contrainte ou même de l'injonction contradictoire. Reste à ton poste, mais active-toi. Tiens-toi tranquille, mais fais quelque chose. Or, cette injonction contradictoire, si elle s'est particulièrement accentuée et manifestée par le biais du développement technique, ne tient pas seulement à celui-ci. Elle existe tout autant dans l'éducation. Nous disons à nos enfants de rester assis et d'être actifs, de travailler sans être hyperactifs. Elle est traditionnelle dans la formation des militaires, qui ont toujours appris à ne pas reculer, à se tenir immobile en même temps qu'à se déplacer. Au début du XVIIe siècle, le strict respect du garde à vous a donc été renforcé au moment même où les soldats devaient apprendre à mener des guerres de plus en plus techniques et de plus en plus mobiles. C'est bien ainsi que la prison est devenue la peine générale du droit, surtout après la suppression de la peine de mort, et sans que le séjour en prison soit doté d'un sens déterminé. On sait qu'il en a un, mais on a bien du mal à savoir lequel. Il est alors clair que nous connaissons l'immobilité comme contrainte nécessaire. Nous sommes à la fois en permanence immobilisés et incapables de l'être. Malgré les multiples expériences que nous faisons de l'immobilité, nous ne l'avons pas adoptée. Aujourd'hui, elle nous apparaît encore comme une contrainte extérieure. Nous ne savons pas non plus s'il faut compter sur les ordinateurs pour nous aider à la vivre. Nous ne savons donc toujours pas, mais nous devons réapprendre comment ne pas bouger. Quel sens peut avoir l'immobilité? Quelle méthode, ou même quelle technique, équivalent moderne de la méditation ou de la contemplation, pourrait lui donner sens? Il y a là de quoi nous occuper pendant ces temps de confinement.